Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez aujourd'hui pour la session numéro 7 the Africa Climate and Health Responder course. de So ce we're already in session number cours 7. We're looking at climate sur extremes, le agriculture, changement and food climatique security. à Again, a l'intention warm welcome to des everyone joining us. professionnels de la santé. Encore une From fois, wherever we are sentez-vous joining les from, bienvenus. we are glad that you have made time J'espère que to vous join allez us. tous bien et merci d'avoir pris Um, le temps d'être avec nous. so I wish to just Alors, alert us that we j'aimerais have simultaneous juste vous rappeler que translation, nous which is avons available in l'interprétation English, simultanée French, disponible. and Portuguese, Donc, using les the langues icon disponibles with the sont red l'anglais, le icon français as et shown le portugais. here. Rappelez-vous, au bas de So votre kindly, écran à droite, we vous request avez that you just une go to that icône qui dit icon interprétation. Vous with the pouvez globe. cliquer dessus Kindly et choose the choisir translation that you're la comfortable langue with, dans laquelle vous voulez and you'll be suivre here, you'll be les able to échanges engage with the discussions afin que vous in your puissiez language. effectivement suivre ces So this is différentes part of again, présentations. Alors, this is session 7 of an la 11 session course numéro 7 program, or 11 session fait course, partie which d'un happens every Tuesday cours and qui a Thursday. été Again, this is session configuré number de 7 manière à of être the délivré 11 session en course, which 11 is happening sessions. every Tuesday Et nous and nous réunissons, Thursday. comme vous le savez, So session chaque 7, which is mardi et available there, chaque the 5th jeudi. of La session October 7, qui est la 2024, is looking at session climate d'aujourd'hui, extremes, va se concentrer sur agriculture, les and extrêmes food security. du climat, That's what we'll be l'agriculture looking at. et la Session 8, of sécurité course, will be coming alimentaire. up C'est ça on October 10th, qui sera and that will be notre looking at climate objet pour change, mental aujourd'hui. health, and forced Et puis, bien migrations. sûr, And we dans hope les that you'll be sessions qui able to make viendront, time nous irons plus to loin, join toujours dans that notre session analyse as approfondie well. du Again, changement thank you for making climatique, time de ses for joining implications today's session, and we are et really de looking ce que nous forward devons to having savoir à ce sujet et faire à ce an sujet. amazing interactive session today. Alors, je vous souhaite une très bonne session pour aujourd'hui. All right, so this is going to be a 90-minute Alors, session. ce sera une The session de session will 90 always minutes end with a Q&A et la section. session, So we shall rappelez-vous, have a Q&A s'achève session after toujours par today's une petite session session. de questions Kindly, et we réponses. request that Nous you vous enter your demanderons questions for the de presenter's saisir vos attention in questions the dans les Q&A chats function. afin que Use lorsque kindly viendra utilize la the Q&A session function des questions et to enter your réponses, on puisse questions for présenter the ces questions presenter's aux attention. présentateurs And when we et qu'ils aient get le temps de to the Q&A répondre à section, then quelques-unes de we will ces be able questions. to have the presenters respond Et bien appropriately sûr, s'il y a to des the questions questions qui that n'auront pas we will pu have être raised. posées The aux sessions are intervenants, being recorded. nous nous assurerons qu'ils soient We are quand having video même recordings for this session. transmis The à leur slides adresse and email. the resources, together with the video recordings, will be made available on the Aussi, course nous website. vous rappelons Again, que this session ces is sessions sont pre-recorded and the sessions are being enregistrées, recorded, and comme together celle-ci with par the slide exemple, et decks and the donc resources, vous pourrez they are avoir going to be made accès available for you à on the l'enregistrement de course la website. session So ainsi after this que particular session, then aux you'll be able to différentes interact diapositives ou with les PowerPoint the materials once again présentations, les to présentations just PowerPoint refresh qui yourselves. auront été utilisées pour So the faire ces objectives for présentations. today's session, Alors, l'objectif session de la 7, session climate d'aujourd'hui, extremes, c'est agriculture and food la security. saison 7, pardon. The objectives we have are: one, we want to Alors, describe the premièrement, nous extremes voulons of temperature décrire and comment precipitation are affecting food les security extrêmes, les and températures extrêmes, les malnutrition on the précipitations African extrêmes continent. affectent la Two, sécurité we're alimentaire et la looking to explore the malnutrition en mechanism Afrique. for Deuxièmement, forecasting food nous allons insecurity using explorer le climate models. mécanisme pour Three, faire les we're looking at prévisions par exploring rapport à examples l'insécurité of alimentaire strategies to en improve food utilisant les security modèles in a changing météorologiques. climate. Troisièmement, And explorer four, des we're going to exemples discuss the de relationship stratégies pour between food, améliorer la sécurité animal alimentaire and plant dans le agriculture, and contexte greenhouse de gas ce changement emissions, climatique qui including n'arrête methane pas and carbon, d'évoluer. and the Et puis core aussi, benefits of quatrièmement, il having faudra food discuter diet to des address relations entre la malnutrition nourriture and mitigate climate change. I ainsi think que les we're all in animaux, agreement that les this is plantes, l'agriculture a topic et of les émissions interest de gaz à for effet de us in the serre. African On continent, va because we particulièrement all parler believe du that méthane et du the climate extremes carbone, and ainsi que climate les change and the impacts co-bénéfices thereof affect the des most vulnerable in régimes society alimentaires and the most améliorés vulnerable pour in the contrer la community. malnutrition Unfortunately, the et majority of us in the atténuer les African effets continent. du So changement this is a topic climatique. that Donc, is of c'est interest to un us. And sujet once qui nous again, we're intéresse glad that you made particulièrement, time nous to qui join sommes en us, Afrique. and we are looking forward to an interactive Et encore une fois, session donc, today. je suis heureux de So vous voir these ici are our présent. speakers. These Alors, are our voici presenters. nos intervenants. A Nous great avons panel lined up for you today. un And panel we intéressant have Beatrice aujourd'hui. Nous Ekesa-Onyango. avons She's Béatrice the chief Ekesa Onyango,
Elle est docteure dans son domaine et elle est aussi une spécialiste en chef des systèmes agronutritionnels et une chercheuse au niveau international. Elle a plus de 16 ans d'expérience dans la recherche pour le développement, les interventions en Afrique et dans le Pacifique. Son travail s'est axé particulièrement sur la biodiversité agricole. Dans son travail, le docteur Ekesa Onyango s'est intéressé au changement climatique et aussi à la dynamique sociale et la dynamique du genre. Elle a été oratrice principale dans plusieurs forums, plusieurs conférences où elle a pu partager son expérience sur les liens entre le changement climatique et la sécurité alimentaire. Docteur Béatrice, vraiment, nous sommes très contents de vous avoir ici avec nous et aussi elle a aussi contribué par ses conseils à l'introduction des bananes particulièrement riches en vitamine A pour pouvoir contrer de façon pratique la malnutrition qui sévissait dans certaines régions de l'Afrique. Nous avons aussi Monsieur Gigma, c'est un scientifique météorologue et il travaille au niveau, comme conseiller technique au niveau de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, au niveau de leur centre qui s'occupe des questions de la météorologie. Il a aussi fait des travaux au niveau des services météorologiques et hydrologiques. Nous sommes vraiment heureux de l'avoir avec nous et nous attendons impatiemment de bénéficier de son expertise qu'il va nous partager aujourd'hui. Et puis aussi en troisième position, John Otieno, qui est le responsable régional pour le plaidoyer de l'organisation appelée Action contre la faim pour la zone de la Corne de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Il travaille beaucoup dans le plaidoyer. Il a plus de 14 ans d'expérience dans son travail, particulièrement au niveau de la Corne de l'Afrique. Et il cherche à provoquer des changements de comportement positifs. Il a aussi une expérience de travail dans les aspects du changement climatique et aussi dans les informations qui peuvent aboutir à des changements de politique informés par des preuves. Donc, il a vraiment une couverture qui touche l'Ouganda, la Tanzanie, la Somalie, la Zambie, le Kenya. Et pour son travail de plaidoyer, il encourage l'échange des politiques entre les gouvernements et les autres preneurs de décision. Il a donc aussi travaillé sur des stratégies de plaidoyer. Il a assuré la coordination avec tous les départements et équipes de projet. Il a aussi une expertise dans l'analyse qualitative, dans l'analyse des budgets et aussi la recherche qualitative et quantitative. John, vraiment, nous sommes heureux de vous avoir avec nous et nous sommes aussi privilégiés de pouvoir bénéficier de votre riche connaissance. Alors, cet après-midi ou ce soir, ça dépend de là où vous vous trouvez, nous sommes à votre disposition pour pouvoir vous écouter. Alors, ce que vous voyez sur l'écran, le code QR, nous allons le partager à nouveau à la fin de la session. Cela vous donnera accès au sondage que nous vous demanderons de remplir. Alors, la session d'aujourd'hui, comme nous le faisons habituellement, nous aurons une présentation de 40 minutes de notre premier intervenant. Après cela, on passera rapidement pour entendre une présentation de 10 minutes sur un cas d'étude de Gigma, et puis après une autre présentation de 10 minutes de John Otieno. Alors, sans plus tarder, je suis heureux d'inviter Dr Béatrice à prendre la parole et nous parler. Béatrice, vous pouvez partager votre écran. Thank you so much, Sam. I hope you can hear me. We can, loud and clear. Great. And, merci beaucoup, Sam, so et merci de me confirmer que vous m'entendez. Merci Yeah, beaucoup aux organisateurs de ce cours. Je suis honoré d'être ici avec vous.
Et j'aimerais vous partager ce que j'ai préparé. Bien sûr, cela vient de l'expérience que nous avons obtenue sur le terrain par rapport au changement climatique et la sécurité alimentaire. Alors, je ne vais pas parler de moi-même, je pense que j'ai déjà été assez présenté. Alors, le changement climatique dont nous parlons n'est pas une chose nouvelle pour nous. Cela affecte chacun d'entre nous partout où nous nous trouvons. Et vous savez qu'il y a un gros travail qui doit être fait. Avant que je n'aille dans le vif du sujet, nous allons examiner deux aspects des objectifs qui ont été mentionnés. J'aimerais regarder comment le changement climatique et l'agrobiodiversité ont une incidence sur la malnutrition et quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour essayer de résoudre ces problèmes essentiels du changement climatique et leurs conséquences. Alors, je ne voulais pas aussi supposer que nous connaissons tous les termes à utiliser, les termes clés, donc je vais vous mentionner certains des termes clés que nous allons utiliser et que vous allez entendre lors de ma présentation. Alors, qu'est-ce que le changement climatique? Ce sont les variations à long terme des températures et des conditions météorologiques, tout simplement. Mais quand vous parlez des extrêmes climatiques, de quoi vous parlez? Nous parlons des schémas météorologiques à long terme qui provoquent des événements d'une ampleur et d'une fréquence anormale, tels que des vagues de chaleur, des vagues de froid, des fortes précipitations, etc. Donc parfois, vous pouvez voir que la température augmente, mais quand ces températures sont très élevées et restent longtemps élevées, là, on sait qu'il y a quelque chose d'anormal et c'est là qu'on parle d'extrême climatique. Nous parlerons aussi de la vulnérabilité climatique. Lorsque je parle de la vulnérabilité climatique, je parle du degré auquel un système ou un individu est susceptible et incapable de faire face aux effets néfastes du stress climatique, y compris la variabilité et les extrêmes climatiques. D'accord? Et quand nous parlons aussi de l'agrobiodiversité, c'est la variété et la variabilité des animaux, des plantes et des micro-organismes nécessaires au maintien des fonctions clés de l'agroécosystème pour et à l'appui de la production et de la sécurité alimentaire. Donc, vous pensez aussi à des choses comme certains types de champignons qui contribuent à ce que nous puissions avoir, les nourritures dont nous avons besoin pour fonctionner correctement. On reviendra là-dessus. La sécurité alimentaire, c'est en fait lorsque tous les individus ont un accès fiable à des quantités suffisantes d'aliments nutritifs et abordables pour mener une vie saine. Donc, la sécurité alimentaire inclut aussi la sécurité de toute la chaîne d'approvisionnement. On ne regarde pas seulement les quantités de nourriture accessibles, mais on regarde aussi la qualité. Et cette nourriture doit être disponible régulièrement afin que cette nourriture remplisse son rôle. Qu'en est-il de la nutrition? La nutrition, c'est l'interaction entre les aliments et le corps. Si vous mangez de la nourriture, mais cette nourriture ne joue pas son rôle, ça veut dire alors qu'elle ne réalise pas son objectif nutritionnel. Qu'en est-il de la malnutrition? La malnutrition, ce sont des carences ou des excès dans l'apport des nutriments. C'est un déséquilibre des nutriments essentiels ou une mauvaise utilisation des nutriments. Bon, vous avez par exemple quelqu'un qui est obèse ou pré-obèse. Il a un problème de malnutrition. Ou si vous voyez quelqu'un dont le poids est trop faible, ou bien quelqu'un qui est anormalement mince par rapport à leur taille, par rapport à leur âge, ou bien même par rapport à leur âge, ils sont courts de taille. Ce sont des indicateurs qui peuvent vous montrer qu'il y a un problème de malnutrition. Par exemple, peut-être que quelqu'un peut s'être retrouvé dans cette situation à cause d'une certaine maladie qu'il a attrapée. Alors, ça, c'est quelques-uns des termes clés que je voulais clarifier parce que je vais les utiliser dans la présentation.
Alors, quand on parle du changement climatique, vous vous rendrez compte que l'Afrique se retrouve au carrefour de tous les problèmes. Nous avons beaucoup de documents qui indiquent que l'Afrique devrait être le contributeur le plus petit au changement climatique. Malheureusement, l'Afrique est la plus affectée avec les conséquences qui se présentent par rapport au changement climatique. Alors, je voulais juste vous partager ce diagramme. Et que voyez-vous? Quand vous passez des zones vertes au jaune, au rouge, vous voyez aussi quelles sont les régions qui sont les plus à risque. Et quand vous regardez l'Afrique, si vous regardez les autres continents, ils ont quand même une grande portion qui est en vert. Mais chez nous, nous avons plus de zones ou de pays qui sont coloriés en orange, rouge clair et rouge sombre. Ça veut dire que nous sommes plus exposés à ce risque. Alors, pourquoi est-ce que l'Afrique est soumise à un si grand risque et pourquoi est-ce que l'Afrique va subir davantage les conséquences du changement climatique? C'est parce que nos modes de vie dépendent grandement à des choses qui sont liées au changement climatique ou au climat lui-même. Dans le monde entier, 90% des modes de vie qui sont directement liés à l'agriculture se trouvent en Afrique. Donc, l'Afrique se retrouve dans une position de forte vulnérabilité. Le changement climatique, comme vous le savez, est lié directement, affecte directement l'agriculture. Il influence l'atmosphère, les sols, tout ce qui concerne l'agriculture. Alors, tout ce qui concerne le changement climatique, peu importe son origine, c'est nous qui nous retrouvons au mauvais endroit, entre guillemets, parce que nous dépendons beaucoup de l'agriculture naturelle, c'est-à-dire qui dépend des précipitations, etc. Une autre chose qui met l'Afrique en position de risque, c'est le grand niveau de pauvreté et d'analphabétisme. Pourquoi la pauvreté? Vous verrez que parfois, parce que vous n'êtes pas en mesure de payer les produits de première nécessité, vous n'êtes pas en mesure de pratiquer les actions qui peuvent vous aider à pratiquer les mesures, à appliquer les mesures d'atténuation par rapport aux effets du changement climatique. Ça concerne une grande partie de la population d'Afrique. Par exemple, nous n'avons pas accès à l'électricité régulièrement, donc maintenant nous utilisons davantage le charbon de braise ainsi que le bois de chauffage. Et ceci met les populations, les communautés dans différents pays dans une très mauvaise posture parce que nous savons que la déforestation, en fait, couper les arbres à cette grande échelle, c'est la déforestation et cela contribue à aggraver les changements climatiques qui se font connaître aujourd'hui. Et les différentes activités et interventions que nous devrions faire pour atténuer les effets du changement climatique, cela est difficile à cause du grand niveau de pauvreté que l'on trouve en Afrique. Et toujours en Afrique, nous avons eu beaucoup d'efforts qui ont été déployés pour l'alphabétisation, mais il y a encore une forte proportion de la population qui est encore analphabète. Et donc, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup d'efforts pour s'assurer que tout le monde puisse comprendre et même avoir l'information qui va les capacités pour qu'ils puissent participer aux actions qui vont éviter ou atténuer les effets du changement climatique. Troisièmement, nous avons des structures économiques, des institutions économiques faibles. Nous avons des structures gouvernementales qui ne sont pas robustes. Et on ne peut pas nier cela. Plusieurs pays se trouvent bien sûr à différents niveaux, mais les économies faibles contribuent beaucoup à la pauvreté. Les structures gouvernementales faibles créent des opportunités pour la corruption, par exemple. Et vous verrez que les ressources que nous avons
et que nous obtenons ne sont pas distribuées là où elles doivent être distribuées. Et donc, on n'arrive pas à appuyer le processus. Et c'est ça qui met l'Afrique dans une posture difficile quand il s'agit de mesures d'adaptation ou d'atténuation des effets du changement climatique et aussi de la gestion des risques. Je voulais aussi vous partager certains autres éléments, toujours liés au changement climatique. Nous parlons des éléments tels que les catastrophes météorologiques, les catastrophes climatiques et les catastrophes liées à l'eau en Afrique. Alors, il y a plusieurs éléments qui affectent notre mode de vie en Afrique. Quand vous regardez les extrêmes climatiques, vous avez des inondations, des coulées de boue et d'autres. Rien qu'en 2023, il y a eu 80 événements catastrophiques qui ont été signalés. Et qu'est-ce que nous avons vu? C'est que plus de leur moitié étaient liés à des inondations. Quand je parle des inondations, il y a différents types d'inondations. Il y a des inondations que nous appelons inondations d'origine pluviale. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de pluie, ce qui fait que les systèmes d'évacuation d'eau dans les villes sont surchargés. Et donc, quand il pleut abondamment, surabondamment, il y a certains quartiers qui se retrouvent inondés et cela affecte le système dans ces quartiers. Donc, quand on a trop d'eau, la terre ou le sol n'absorbe pas suffisamment cette eau. Il y a aussi des inondations qui viennent du débordement des fleuves. Quand le niveau d'eau du fleuve ou des fleuves ou des rivières monte, il peut y avoir des débordements. Et il y a aussi les inondations causées par la montée des eaux des mers ou de l'océan. Ceux qui vivent sur les côtes sont sérieusement affectés. Et ces inondations, bien sûr, détruisent les moyens de subsistance et vous perdez tout ce que vous aviez. Donc ça, ce sont les sources de revenus, ce sont les sources de nourriture qui sont maintenant détruites et qui les affectent à long terme. Les décès, plus de 5000 décès ont été signalés en 2023, des décès liés aux événements extrêmes. Une bonne partie venait comme conséquence de la sécheresse, mais aussi des inondations. En Afrique de l'Est, nous avons eu plusieurs incidents, nous avons eu plusieurs cas d'inondation. Et cela a amené des destructions des moissons et aussi des destructions des maisons, des habitations. Et les gens n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir reconstruire leur lieu d'habitation. Quand vous regardez le nombre de personnes affectées, c'est plus de 110 millions de personnes affectées par ces événements extrêmes en 2023. Et puis quand vous pensez aussi aux dommages, aux dégâts économiques, vous verrez qu'il y a un énorme impact sur notre économie. Plus de 92%. Vous regardez les différentes zones qui ont été directement frappées par ces événements extrêmes. Les cultures ont été détruites. Les récoltes qui avaient déjà été stockées ont été détruites. Et ce qui fait que notre système d'alimentation, notre système d'approvisionnement de nourriture est dérangé. En plus de cela, j'ai mentionné des aspects du changement climatique. J'ai aussi parlé de l'agrobiodiversité. J'aimerais vous montrer le lien pour que, à la fin de cet exposé, nous puissions comprendre comment ces différents facteurs sont liés les uns aux autres et comment ils contribuent à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Alors, voici une représentation schématique que j'ai publiée l'année passée lorsque j'ai fait une présentation quelque part. Nous avons pu publier cela, donc vous pouvez y accéder, mais je vais passer quelques minutes pour pouvoir parcourir ce schéma. Alors, ce que j'aimerais dire d'abord, c'est que le changement climatique et l'agrobiodiversité sont dans un cycle vicieux. Quand nous coupons nos arbres, quand nous abattons nos arbres, quand nous réduisons le nombre des espèces qui sont soit dans les eaux ou sur Terre,
nous affaiblissons le système naturel. Et quand le système est faible, quand vous avez des inondations, le système n'est plus capable de résister à cela. Et vous verrez que le système ne l'est plus du tout. Et les conséquences négatives du changement climatique deviennent plus prononcées. D'autre part, au fur et à mesure que les effets du changement climatique deviennent pires, à cause des températures extrêmes, des précipitations abondantes, etc., certaines espèces ne parviennent pas à survivre, soit à la forte température, soit aux inondations. Donc, vous verrez que certaines espèces animales ou certaines espèces végétales n'arrivent pas à survivre. Et donc, nous perdons un certain nombre d'espèces animales ou végétales. Donc, ceci montre le lien entre ces deux aspects. Donc, quand nous parlons du changement climatique, nous devons aussi parler de l'agrobiodiversité en même temps. Alors, lorsque nous avons cette question de la perte au niveau du changement climatique et de l'agrobiodiversité, il y a un changement au niveau de la production de nourriture par rapport à leur qualité et par rapport à leur quantité. Il y a des écosystèmes altérés ou changés et affaiblis. Et même quand vous avez un certain système d'agriculture, une certaine façon de faire l'agriculture, vous verrez que certaines façons de faire l'agriculture répondent bien à certaines maladies. Et donc, certains types d'agriculture vont mieux résister à ces effets que d'autres. Donc, ça veut dire que si vous connaissez des pertes, vous ne perdez pas nécessairement tout. Et je pense que les autres intervenants vont en parler. Vous regardez aussi la qualité de l'eau. À cause du changement climatique, vous verrez que vous aurez une grande quantité d'eau qui disparaît à cause peut-être de la disparition des eaux. Et donc, l'eau de la nappe aquifère ne se renouvelle pas à cause de l'absence d'arbres ou bien parce qu'il y a moins d'arbres. Il y a aussi des gaz qui sont libérés qui polluent les eaux. Et vous verrez que les cultures qui ont besoin d'eau sont maintenant en train de souffrir parce qu'il n'y a plus assez d'eau. Et puis, l'augmentation des températures ou bien les changements dans les précipitations sont aussi d'autres facteurs. Nous avons eu des cas où les températures ont été anormalement élevées et en même temps, d'autres lieux, il faisait très, très froid. Et puis aussi, les précipitations étaient devenues irrégulières. Dans certains cas, par exemple, les abeilles se promènent, mais elles ne trouvent pas des fleurs sur lesquelles les abeilles peuvent aller faire la pollination. Et cela aussi dérange la production agricole. Donc, la précipitation, les changements de la précipitation aussi influencent la quantité de ce qui est produit. Et quels sont les résultats ou les conséquences de tout ça? Premièrement, vous avez la consommation de régimes alimentaires pauvres parce que vous n'avez plus une nourriture variée comme auparavant, et puis aussi à cause des limites par rapport à ce qui est disponible. Ce qui est disponible devient très cher, et donc les communautés vulnérables n'arrivent plus à s'en procurer autant qu'auparavant. Et puis aussi l'augmentation de la fréquence et de la vulnérabilité aux maladies existantes est un autre problème. Parce que quand il n'y a plus de variété de nourriture et de plantes, les nourritures et les plantes qui existent encore sont plus vulnérables. Je vous ai aussi mentionné le fait qu'il y a une apparition de nouveaux ravageurs qui apportent avec eux de nouvelles maladies ainsi que des espèces envahissantes. Il y a aussi le problème des déplacements des populations, des migrations forcées et des migrations volontaires. Donc, les populations se déplacent à cause de ce qui se passe. Et là, il y a des pertes de leurs moyens de subsistance et donc cela va compromettre votre sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et ceci aboutit à quoi? À des cas d'obésité, à des cas de malnutrition, à des problèmes aussi de santé mentale et
physique parce que vous So that n'arrivez is the plus next à that avoir I want us le to be régime very, very alimentaire que vous clear voudriez avoir. about. Et c'est là que j'aimerais vraiment que nous Then puissions what are clarifier les some choses. of the documented Quelles sont consequences of certaines climate des extremes conséquences qui ont été effect on food répertoriées, security? conséquences For des those of us who've extrémités lived in climatiques, Africa, des extrêmes climatiques? we remember the On se concentre ici sur 2019-2020 l'Afrique. Vous vous swarm rappellerez of locusts de invasion de la in période most of 2019-2020 où il y a eu African un countries, essaim de especially Eastern criquets Africa. pèlerins This qui a détruit destroyed plus de 170 170,000 000 acres of acres land, de culture. affecting 54 million people in Eastern Africa. And around 30 million of them actually were at the verge Et of cela a affecté malnutrition, or rather 54 severe millions malnutrition. d'individus en Afrique de l'Est. In 2017, Et as puis, from en 2017, 2017, and these à have partir de still been 2017, en fait, happening in a number of parce que cela n'a pas countries cessé, for ça a few continue years encore ago, dans un certain nombre we had the fall de pays. armyworm that destroyed Nous farmers' avons eu crops, especially the maize, les sorghum, chenilles and wheat, légionnaires leading to d'automne qui 58% ont yield détruit loss. les cultures céréalières And the des economic agriculteurs. loss was Cela about aboutit à une perte de $9.4 productivité billion. de 58% This was et une perte mostly économique affecting s'élevant à Southeast and West Africa. 9 milliards de dollars en Afrique Then du we also Sud, had cases of pardon, en water Afrique crossing. australe, en Afrique de This is l'Est not just et en in Afrique the de Lake l'Ouest. Victoria, but I know there are Alors, lakes in other il y a countries aussi d'autres that have lacs, also pas had seulement le this. lac Ethiopia, I know Victoria, we've had that qui ont one. eu, Is it Lake Tana qui or ont été something? affectés. So En Éthiopie water aussi, hyacinth has affected fishing. il y It a has also la jacinthe affected d'eau, farming that qui est une happens espèce along envahissante the lake qui a and even affecté la towards. pêche, And l'agriculture further, et le these tourisme are dans les economic communautés activities riveraines de that plusieurs pays contribute africains. directly to Cela food depuis les and années indirectly to 1990. food. Et cela affecte Then directement aussi flooding. l'approvisionnement en nourriture. Flooding and Puis storms aussi, il y a have left les millions inondations. of families in Les Africa without a inondations, les harvest tempêtes ou les and a cyclones, livelihood. euh, les Then inondations we can't pluviales, forget to talk soudaines, about the pluviales, souterraines, droughts. etc., ainsi que les In tempêtes ont laissé des 2023 millions de alone, familles en 40 Afrique million people sans in East récolte Africa et sans moyen de were subsistance. affected, and many of them were facing near famine Ici, and je malnutrition. peux vous mentionner qu'en 2023, 40 And millions as de I personnes ont mentioned été before, the affectées warmer en Afrique de l'Est temperatures and par les precipitation have sécheresses. affected Beaucoup de timings ces of personnes sont blooming and confrontées pollinators à coming out. une So the families quasi-famine are et à la mismatched. malnutrition. And when Il y a aussi les pollination is not températures happening plus élevées optimally, et les then précipitations qui ont affecté production and agricultural les yield périodes de is floraison greatly et reduced. de I don't know sortie whether des you can see these pollinisateurs. pictures. Here is just a J'espère que vous picture pouvez of voir les some quelques of that images taken during when we que had the nous locust avons invasion. placées This is qui the vous armyworm. montrent, par This is exemple, the au, flooding. au We have haut, also water vous avez un hyacinth essaim and de we have drought that criquets. really ends En up bas, killing a vous lot avez of une livestock image that de are a la key jacinthe livelihood d'eau for qui a big affecté proportion la of pêche, African l'agriculture et tout. communities. Donc, vous voyez que de nombreuses Just continuing to talk communautés about africaines the ont été consequences that affectées. have been Nous documented. parlons encore des conséquences qui ont Because été of the répertoriées challenges that are coming with à cause des climate change, défis qui viennent avec le we changement find climatique. Vous majority vous of rendrez compte que countries are la moving majorité towards des what is pays easy. And we cherchent ce end up qui est plus focusing facile. on crops Et that donc, can nous nous still have high concentrons yield sur des despite their low récoltes qui nutrition value. peuvent So you find être we're now faites en focusing on grande rice, quantité. wheat, and maize, Donc, on se concentre and sur le leaving alone maïs, some of our indigenous le crops riz, et nous that were very négligeons nos nutritious. Some of them were cultures drought resistant, indigènes ou some of autochtones qui them were sont pourtant able très to, to nutritives still stay there whether it was et hot, qui whether it was peuvent cold, and things like that. We're survivre moving à to ces things that changements can still climatiques, à have ces very, changements de very high température et yield. autres. Nous voulons nous And concentrer what sur has des cultures happened qui is peuvent that rapporter there has gros been more et focus on rapidement. intensified Alors, on s'est agriculture. concentré sur And l'agriculture 90% of intensive humanity's energy et intake is now from just 90% de 14 main l'humanité crops. We know what happens if your dietary diversity reçoit is son very, apport very limited. énergétique seulement de 15 You end cultures up vivrières missing on key nutrients et nous and thus ratons ending up les having poor nutriments health importants status et and cela nutrition status. aboutit à des santé compromises. What has also been observed is that because of Alors, on a this aussi observé que focus on a few crops, à cause that du we fait can qu'on se really increase the concentre yield sur and just certaines cultures meet the seulement, right qui rapportent quantities of gros food that we need, afin d'avoir la grande global quantité de nourriture diets que nous have voulons, increased in les similarity. régimes alimentaires mondiaux sont devenus What you can plus find in similaires the US, en moyenne de come to 36%. Kenya, you C'est still que vous find it. trouvez la nourriture que les What gens you mangent aux can find in États-Unis, Asia, allez au Kenya, les gens la you mangent aussi. come to another country, Africa, you Vous can allez still dans un find autre it. pays, Why? vous trouvez pratiquement Because les mêmes there is a nourritures. lot of Pourquoi? cross Parce interaction qu'il and y we are a des borrowing what we think interactions works well. But then internationales in et the long run, nous we are losing copions les some uns of the les few autres, things that mais nous were sommes very, en very train de dear to our food perdre dans le system processus because certaines there choses is qui not sont so much importantes à incentive nos to régimes continue to alimentaires. invest in them.
parce qu'il n'y a pas d'encouragement à continuer à Now, there's investir dans something les that you'd cultures really just vivrières wait to autochtones. eat in your country because you couldn't find it somewhere else. Et But maintenant, donc, these days, with a lot of on effort dirait que and tout le monde se asking tourne around, you vers can une sorte still get to eat what d'uniformisation you de la want to eat nourriture. regardless of where Bien sûr, you vous pouvez toujours manger ce que vous voulez, appreciate peu the location. importe We should still l'endroit have où a vous trouvez. uniqueness in whatever Mais foods we nous have devrions so quand that même there is avoir still notre diversity in what we eat. Because we understand diversité dans clearly la that nourriture, the parce que nous more the comprenons diverse the foods, que the more plus la nutritious nourriture we are est able to diverse, plus nous attain, or the serons more nutrients we are capables really able to attain. d'avoir So des nutriments. the idea is that if Alors, you're l'idée, doing c'est que intensified agriculture, si vous faites can we make sure that it l'agriculture is intensive, sustainable est-ce qu'il faut s'assurer, il faut and absolument it takes s'assurer que ce care soit of une diversity agriculture so that it does durable, not une lead to loss agriculture of other variée, food afin qu'on ne crops that puisse could pas really be very, very perdre key, d'autres especially in cultures the African vivrières, continent. surtout So dans I le can continent share this. You africain. find there's been Alors, je an peux vous increase apart partager from rice, wheat, and ces maize. informations à part le There's a lot riz, of increase in le soybean, blé et sunflower, and palm le oil maïs. into our Il y a diet. aussi, par exemple, But des choses then there is nécessaires. Il faut, significant par exemple, decrease in les patates food douces, le crops manioc, like le millet. cassava, sweet On a potato, remarqué millet, and malheureusement une sorghums. diminution de la culture de ces And if produits. I'll Le mention manioc, this les later, patates a douces, le number millet. of research organizations that I Un have certain worked nombre with are doing d'organisations a avec lot lesquelles of j'ai work in travaillé making sure that ont fait some beaucoup of de these travail varieties of pour sweet s'assurer que potato, ces millet, sorghum variétés are de conserved, manioc, de or patates some douces, de of the millet, de sorgho sont varieties are conservées used to develop et même que certaines espèces soient utilisées cultivars that can be resilient to climate change pour qu'elles soient données à des issues. agriculteurs So we qui don't want sont to bien go there informés where sur we les only have three questions crops or five crops that d'atténuation can feed des all the effets magnitude that du we changement have. climatique. Et c'est très important Then pour nous apart from vu just the influence and the changes in l'ampleur que production, nous subissons en Afrique. we've had a lot of Alors, quand on forums regarde that have been set up les risques liés to au changement project climatique pour what la could production happen to food alimentaire, et production on essaie de with voir all this qu'est-ce qui va climate change arriver à la risks production that de are happening. nourriture avec ces différents risques liés au changement According to a climatique. report Quand on fait une done projection, in 2014, selon un and I'm rapport qui a starting été with fait en 2014 2014, because it et is je a commence par l'année projection, so it is 2014 parce que projected c'était up une to projection, 2060. et c'était une projection This is qui a allait jusqu'à figure 2060. that is showing Ça, ce changes sont in des maximum statistiques, ou ça, c'est catch une image qui vous potential. montre Catch potential, talking les effets about des changements fisheries. climatiques. Là, par exemple, on What is parle de possible leurs to be effets caught sur for food in the waterways. la pêche. And the red Quelle quantité sides de nourriture peut means être very little, prélevée par la pêche? while the En azure rouge, ça towards veut blue dire très means peu de there's still nourriture. something you can catch, although it ranges from 0 to around 100%. Bien sûr, là, les So couleurs when you ont look at différentes Africa, significations. I hope it Quand vous can be regardez visible l'Afrique, around here. j'espère que vous pouvez voir ça. You can see that Vous voyez along ici, the East vous African verrez side, que at least we have some dans blue la zone and Afrique light de l'Est, blue. nous avons encore du But if bleu you look foncé et at du bleu the clair. part of Mais North si vous Africa, regardez la partie we have a lot of atlantique, vous yellow regardez aussi la and partie red, de la meaning Méditerranée, vous avez the, du jaune et du the rouge. maximum catch Ça veut is dire que decreasing significantly la between quantité -6 to de -20 poissons qu'ils to pouvaient prélever est déjà en carence. even -50. If you look Vous vous rendez compte? on the sides of West Si vous Africa, we have regardez some au red niveau de and l'Afrique de orange here l'Ouest, and a vous lot of avez yellow. du So rouge, what I'm un trying to peu d'orange et demonstrate beaucoup de is jaune. that Ce que j'essaie de vous climate démontrer, c'est change is que already le changement causing climatique a decrease in est production déjà en from train de fisheries causer or la from water diminution bodies. de la quantité de poissons And this, of que course, l'on will pouvait influence avoir. food security Et because ceci we eat both aura une animals, incidence sur la sécurité plants alimentaire parce from que nous both the mangeons des water plantes, and land. nous mangeons du poisson et nous mangeons ce que nous Then trouvons when you look sur at production in terms les of sols. crops, Alors aussi quand on regarde la production in par rapport 2010, we can see aux that récoltes. increase En in yield 2010, on voit que is l'augmentation not very, du very rendement different from n'est pas très decrease in yield. différente de la And diminution du when we talk rendement. about this increase, Et it's quand on mostly parle de about cette the augmentation, on few parle crops that particulièrement seem to still do well or that have des become a cultures focus qui of the semblent diets. The tenir rice, la the route, wheat, and ou the plutôt les maize. cultures sur So lesquelles the nous nous production concentrons is le still plus, donc increasing, le maïs, le blé et le while riz. there's a decrease generally in Alors, il y a une other food diminution crops. des But autres then the cultures idea is that vivrières. as you move Mais towards l'idée, c'est que 2030, plus 2050, on se 2070, rapproche de 2090, I 2030, don't know whether any of us are going to 2050, see that. But as you move towards those 2070, ends, je ne sais pas si on what sera is encore en happening is vie. that the Ce qui se passe, proportion of c'est que increase in la yield is proportion getting low d'augmentation and du low and rendement low. diminue, While the decrease in yield is very, very alors high, with que a great proportion showing vous avez de -50 grandes to 100% proportions decrease. qui Meaning sont there are some dans crops le that négatif. Ça veut will dire qu'il y a actually certaines not be able to cultures grow in particular que l'on ne areas pourra some plus years from cultiver now. dans certaines régions du monde dans quelques années.
Et aussi, j'ai pu me procurer un rapport sur le changement climatique assez récent. Et ce que j'ai vu, ceci a été, on vous montre ici les impacts observés et les pertes et dommages liés au changement climatique. Bon, je sais que c'est écrit en très petit. Vous regardez par exemple la disponibilité en eau et la production alimentaire. 2 points, ça veut dire moyen. 3 points, ça veut dire élevé. Si vous voyez une case rouge, ça veut dire impact négatif. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des impacts négatifs avec des niveaux modérés de réduction. Mais quand vous parlez de la production des cultures vivrières, il y a des niveaux élevés ou très élevés de réduction par rapport à la production agricole. C'est pareil aussi. Donc, la production agricole est plus affectée par rapport aux dommages et aux pertes. Alors, pour le bétail, c'est un peu moindre, mais au niveau de l'eau, c'est déjà pas reluisant. Si on ne fait rien, ça va s'empirer. On parle aussi des espèces, les changements que l'on observe dans les espèces. Les espèces terrestres en Afrique ont connu de très grosses pertes. Vous voyez qu'il y a 3 points. Et aussi, ça veut dire que ce qui avait été projeté en 2014 est en train de se produire maintenant. Ce que je vous montre maintenant sur l'écran, ça date de 2023. Alors, une question qui se pose, c'est quelles sont les stratégies ou les efforts qui sont mis en place? Alors, il y a beaucoup d'efforts, mais je vais vous mentionner ce que j'ai pu épingler durant mon travail. We talked about levels of illiteracy and things like that. But there's been a lot of effort in a number of African countries to come up with regional level food composition tables so that our communities can access this information and be able to choose what they can be able to eat. Et donc, il est très important de développer les connaissances et de faire la coproduction. Alors, il y a des calendriers des nourritures saisonnières. Ça permet aux communautés de savoir qu'est-ce qui est disponible dans leur communauté, à quel moment et dans quelle quantité et à quel moment de l'année, pour s'assurer que nous puissions encore maximiser ou optimiser ce qui est présent, ce qui est disponible pour nous. Il y a eu aussi un effort pour développer des directives ou des guides alimentaires. C'est pour s'assurer qu'il y ait des informations disséminées afin que les gens puissent utiliser ces informations afin de se sécuriser sur le plan alimentaire. Alors, on en a au Kenya, l'Éthiopie a publié le sien l'année passée, je crois, en Sierra Leone, au Ghana. Ça peut être des guides alimentaires, juste pour orienter les populations sur les nourritures appropriées qui peuvent être consommées pour se protéger sur le plan nutritionnel. Il y a eu des efforts dans certaines politiques gouvernementales par rapport à la conservation de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture. On a par exemple le Malawi, l'Éthiopie, le Brésil, le Kenya qui font cela. C'est déjà quelque chose, mais il y a encore beaucoup qui peut être fait. Et puis, il y a eu aussi la conservation des cultivars. Il faut s'assurer que nous soyons conscients et que nous puissions accéder à ces éléments qui soient résilients par rapport au changement climatique et adaptables au changement climatique. Il y a un de mes employeurs qui a pu avoir 12 banques de gènes venant du monde entier. En Afrique, nous avons un bon nombre. Nous avons le Nigeria, nous en avons en Éthiopie et dans plusieurs pays. Et certaines de ces banques de gènes conservent des éléments vraiment précieux. Ce sont
des choses qui peuvent être accédées par nos fermiers, nos différentes communautés de recherche. Nous avons des céréales, des, des bananes et d'autres types de nourriture. C'est par là qu'on peut conserver ces différentes espèces afin que nous puissions contrer les effets du changement climatique correctement. Bien sûr, cela n'est pas nécessairement disponible au niveau des communautés, mais il faut qu'il y ait ces banques des gènes pour que les communautés puissent y accéder. Nous avons des banques de ce type qui sont gérées par les gouvernements en Afrique. Mais ce sont des ressources qui doivent être exploitées davantage par nos fermiers et nos communautés. En plus des banques de gènes, c'est-à-dire les banques de semences communautaires, il y a aussi des centres de recherche qui peuvent créer les banques de semences communautaires. Donc, en plus des banques de semences gérées par les gouvernements, il y a plus de 100 banques de semences communautaires en Ouganda, au Kenya, en Éthiopie, en Zambie, au Zimbabwe, au Guatemala, au Malawi. Dans nos communautés, les fermiers peuvent apporter les semences qui sont très importantes pour eux. Et ces semences sont placées dans ces banques de semences communautaires. Quand il est temps de faire les semailles, les fermiers peuvent emprunter ces semences, aller les planter. Quand ils ont une récolte, ils remboursent en amenant les semences. Donc, ceci a été un processus durable au niveau des communautaires pour qu'on puisse avoir accès aux variétés de semences pour satisfaire les exigences de sécurité alimentaire. Nous avons eu aussi des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation. Alors, il y a des fêtes foraines, en fait alimentaires, des foires agro-pastorales qui sont appuyées pour amener la biodiversité et l'alimentation traditionnelle. C'est pour encourager les fermiers à cultiver ces semences. Nous avons aussi des universités qui ont pu incorporer des cours sur le changement climatique et la biodiversité, tels que ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et c'est vraiment une très bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Nous devons avoir un environnement favorable. Nous devons réinventer les systèmes de connaissances traditionnels. Nous devons renforcer l'utilisation des multiples espèces dans nos systèmes agricoles. Puis il est aussi nécessaire d'avoir des investissements accrus dans les énergies renouvelables, de sorte que l'utilisation du bois et du charbon diminue. Et puis il faut aussi des incitations à l'adoption de pratiques agricoles régénératrices. Et enfin, le dernier point, il faut renforcer les capacités de collecte et d'analyse des données relatives au changement climatique. Par exemple, les modèles d'alerte précoce et de réponse, l'évaluation de la vulnérabilité, on n'en a pas assez. Ce qui fait que quand ces événements climatiques arrivent, nous ne sommes pas préparés. Alors, je vous partage ici des références clés. Ce n'en sont que quelques-unes, mais il y en a encore beaucoup qui sont disponibles sur Internet. Je m'arrête là et je vous remercie beaucoup. Wonderful. I'm looking for the reactions. At the lack of it, merci beaucoup, madame. Je croyais que les gens allaient réagir en ligne, mais moi, j'applaudis à leur place. Je vois aussi des applaudissements de certaines personnes qui sont en ligne. Et merci d'avoir terminé à temps. Il vous restait en fait 1 minute. Alors, mesdames et messieurs, veuillez applaudir pour Dr. Béatrice. Alors, encore une fois, chers amis, je m'appelle Sam Wanjohi. Je suis directeur de Afro-UN au Kenya. Je vous sers de MC pour la session de questions et réponses. Je vous rappelle cela pour que vous n'oubliez pas de poser vos questions dans les chats. Comme ça, quand il sera temps de faire la session de questions et réponses, nous aurons déjà plusieurs de vos questions dans les chats et nous pourrons les poser aux intervenants. Encore une fois, Dr. Béatrice, merci beaucoup pour votre présentation. Et vous avez
aussi penser à nous présenter des solutions par rapport aux problèmes que vous nous avez illustrés. Peut-être que certains d'entre nous ne seront plus là d'ici 2070, mais nous voyons déjà l'image de là où nous devons nous diriger. Alors, mesdames et messieurs, nous voulions passer à notre intervenant suivant. Après cette présentation fantastique du docteur Béatrice, on aimerait maintenant inviter notre ami Gigma pour qu'il fasse sa présentation. Vous avez 10 minutes. Donc, vous pourrez vous arrêter à 17h juste ou à 16h juste. Ça dépend de là où vous vous trouvez. Vous avez la parole. Bonjour, merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez de présenter. Alors, je vais vous parler de l'anticipation. Comment anticiper les crises alimentaires liées au changement climatique grâce à une action humanitaire préventive? Alors, bien sûr, ici, nous devons comprendre l'interaction entre le changement climatique et la sécurité alimentaire. Lorsqu'il y a des inondations, on sait que les récoltes seront affectées, les cultures seront affectées, et donc à la fin de la saison, on n'aura pas ce qui avait été escompté, ce qui va déranger la sécurité alimentaire. Donc, le changement climatique affecte négativement la sécurité alimentaire. J'ai vu cela, par exemple, au Burkina Faso, avec les inondations. L'une des autoroutes qui conduisait à la capitale était coupée à cause des inondations abondantes et cela a affecté le transport des nourritures vers les gens qui en avaient le plus besoin. Donc ça peut être l'un des impacts du changement climatique sur la disponibilité de la nourriture et aussi aura une incidence sur le prix des nourritures et aussi va renforcer l'insécurité alimentaire par rapport aux communautés et individus les plus vulnérables. Bien sûr aussi avec la sécheresse ou à cause de l'inondation, la qualité de la nourriture disponible est aussi compromise. On a une explosion de maladies d'origine hydrique et vous avez donc aussi un changement négatif au niveau de la sécurité alimentaire, la production de nourriture, toutes les activités liées à la sécurité alimentaire et aussi impactées négativement par le changement climatique. L'agriculture est l'un des secteurs qui contribue le plus à l'émission des gaz à effet de serre. Et nous aurons aussi, bien sûr, aussi une incidence du changement climatique. Alors, pour affronter cela, et sachant que le changement climatique est une chose qui est prévisible, quand nous considérons les saisons, nous constatons que ça, c'est quelque chose qui est plus prévisible qu'on le pensait. Dans le secteur humanitaire, nous avons constaté que ce serait mieux d'anticiper les crises alimentaires plutôt que d'y répondre. Lorsqu'il y a donc des inondations, lorsque les gens ont perdu leurs biens ou leurs moyens de subsistance, c'est bien de leur apporter la nourriture, mais c'est mieux d'anticiper avant qu'il y ait des inondations ou des sécheresses, comment sécuriser ces personnes, ces populations sur le plan alimentaire, de sorte qu'à la fin de la saison, ils ne se retrouvent pas dépourvus. Alors, il y a ce que nous appelons l'action, comment dirais-je, l'action humanitaire anticipée. C'est un nouveau mécanisme dans le secteur humanitaire où les agents du secteur humanitaire peuvent prédire certains désastres, certaines catastrophes, et ils se préparent. Alors, comment on faisait les choses auparavant? On savait qu'il y aura une inondation qui va arriver, ou je ne sais pas, une sécheresse. On s'assied et on attend que la catastrophe arrive avant que nous commencions à nous mobiliser pour avoir les fonds et les équipements pour pouvoir répondre à cette catastrophe.
Donc, on attend en fait qu'il y ait une épidémie de malaria, une épidémie de choléra. Donc, quand les gens ont déjà commencé à mourir, c'est alors que maintenant on essaie de voir quelles réponses est-ce qu'on peut apporter. Donc, la réponse est bonne, mais ce n'est pas vraiment la solution dans tous les cas. Alors, les agents humanitaires ont décidé d'avoir cette méthode d'action humanitaire anticipée. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Dès qu'ils reçoivent l'information qu'il y a une crise liée au changement climatique qui se profile, ça peut être peut-être des vagues de chaleur, ça peut être une sécheresse. À partir du moment où on reçoit cette alerte et le moment où la catastrophe arrive, les humanitaires vont prendre des actions pour mobiliser les finances, les moyens pour s'assurer que les communautés les plus vulnérables soient protégées. Parce qu'au bout du compte, l'objectif de l'action humanitaire, c'est de protéger les populations ou les communautés les plus vulnérables. Alors, je vais vous donner les composantes principales de cette action humanitaire anticipée. Il y en a trois. Premièrement, il y a l'émission de cette prévision. Là, généralement, ça passe par le service météorologique du pays. Et puis, il y a un certain nombre d'actions que les individus doivent prendre. Donc, il faut identifier ces actions. Ce n'est pas après avoir reçu l'alerte que l'on réfléchit pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Non, nous décidons ensemble des actions qui doivent être prises avec les donateurs potentiels, avec les communautés qui seront affectées, avant même que l'alerte ne soit donnée. Et donc, on utilise un système automatique et nous pouvons déjà mettre les choses en branle. Et la composante la plus importante, ce sont les finances, bien sûr, parce que c'est important de passer à l'action, c'est important d'avoir les alertes précoces, mais si vous n'avez pas suffisamment de ressources financières, si vous n'avez pas assez d'argent, ça ne va pas marcher. Alors, un exemple rapide, c'est le cas du Niger. Niger, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui est très vulnérable, très exposé à la sécheresse. Alors, ils ont développé un plan d'action anticipatif dès que la saison de juin à septembre-octobre prend fin, dès qu'il y a une indication qu'il y aura une sécheresse dans le pays, il y a des actions qui sont prises par la Société de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge où on va auprès des fermiers, de ceux qui élèvent des bestiaux, et c'est eux que vous voyez, par exemple, en vert. Nous faisons des activités de vaccination, par exemple, auprès de leurs bestiaux. On va aussi leur distribuer des vitamines pour renforcer le système immunitaire des animaux. On leur donne aussi des médicaments pour pouvoir mieux contrer l'invasion des ravageurs. Et ça leur permet aussi de récolter suffisamment de céréales ou d'avoir une récolte abondante qui va leur permettre de tenir bon jusqu'à la saison suivante. Et ils savent très bien que s'ils ratent cet exercice, ils devront attendre jusqu'à la saison prochaine sans rien entre-temps. Donc, il faut qu'ils soient rendus capables de récolter ce dont ils ont besoin. Et aussi, nous cherchons à tout prix à ce que les communautés ne se retrouvent pas en position d'insécurité alimentaire ou de malnutrition. Donc, aussi, l'on doit les encadrer pour qu'ils ne puissent pas, par exemple, abandonner, que les enfants ne cessent pas d'aller à l'école à cause des situations désastreuses qui se présentent. Alors, je peux vous donner aussi l'exemple de l'intervention par rapport à El Niño, intervention de la Croix-Rouge au Kenya en 2015. Donc, on avait su que El Niño, qui est un phénomène climatologique qui est accompagné de fortes pluies torrentielles au Kenya, surtout dans ce lieu semi-aride,
Et on a beaucoup de pertes de récoltes et aussi des épidémies de plusieurs maladies qui se présentent. Alors, dès qu'ils ont reçu l'information, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec l'appui de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ils ont apporté des semences de maïs hybrides qui soient résistantes ou qui peuvent survivre aussi bien à la sécheresse qu'aux inondations. Et chaque fermier dans le comté a reçu 2 kilos, des paquets de 2 kilos de semences avant la saison de pluie. Et comme je l'ai dit, ces semences sont plus saines et résistent mieux au changement climatique du comté de Kitwe. Donc, la Société de la Croix-Rouge au niveau national a pu distribuer de grandes quantités de ces paquets de 2 kilos de semences. Ils ont aussi encadré les fermiers pour qu'ils sachent comment conserver le mieux possible ces semences. Et cela a permis d'avoir des récoltes convenables malgré les pluies abondantes qui ont frappé le comté. Ils ont pu, bien sûr, après avoir récolté quand même des quantités appréciables, ils ont pu continuer à payer les études pour leurs enfants. Ils ont pu aussi continuer à se nourrir correctement. Vous savez que les fermiers vendent leurs produits et c'est à partir des recettes de leurs produits qu'ils peuvent, par exemple, payer les soins médicaux et aussi payer les frais scolaires pour leurs enfants. Donc, cette venue d'El Niño a provoqué une prise de conscience anticipative. Voilà, je m'arrête là. J'espère que vous avez bénéficié de ça. Et je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Nous applaudissons aussi pour Gigma pour la bonne présentation. Il avait 10 minutes exactement pour nous partager son cas d'étude et il a vraiment respecté le temps. C'était une présentation qui nous ouvre les yeux. Merci Gigma pour cela. Encore une fois, mesdames et messieurs, applaudissons pour Gigma. Vous pouvez le faire dans le chat. I am your moderator and I'll be moderating the Q&A session as well. Je vais aussi modérer plus tard la session des questions et réponses. N'oubliez pas d'envoyer vos questions dans les chats. J'aimerais maintenant inviter notre dernier présentateur, John Otieno. John, vous avez 10 minutes, il est 17h02, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je m'appelle John et j'aimerais vous donner un cas qui concerne le Somalia. La Somalie, pardon. S'il vous plaît, confirmez-moi que vous voyez mon écran, le document que j'ai affiché. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous partagez déjà? Non. Est-ce que vous voulez que je partage pour vous? Ou bien ça va? Alors, juste pour vous donner un aperçu rapide, merci encore aux intervenants précédents. Je voulais lier cette discussion à ce que le docteur Béatrice a présenté tout à l'heure et aussi sur mon prédécesseur immédiat, les choses qui ont été soulignées par rapport au changement climatique. Je vais me concentrer sur un scénario qui concerne la réponse humanitaire à cause des défis qui se relèvent. Alors, je vous parlerai de la Somalie. Alors, juste pour vous donner un contexte par rapport à la Somalie, pour ce qui concerne la malnutrition et les défis qui s'y présentent depuis la sécheresse de 2022. Vous verrez que les statistiques sont là. Je vous donne une perspective. Dans le contexte humanitaire, la Somalie a de nombreux problèmes. D'abord, nous avons plus de 1,2 million d'individus déplacés à cause de la sécheresse. Vous êtes aussi au courant des conflits armés qui existent en Somalie depuis de nombreuses années et ça rend le contexte ou la situation non prévisible. Il y a certaines zones qui sont affectées par les conflits armés, d'autres qui sont affectées par la sécheresse. Tout ça a amené des problèmes d'accès
Et donc, il y a plus d'1,8 million d'enfants qui souffrent de malnutrition aiguë. Et il y en a plus de 500 000 qui sont mal nourris. Et donc, vous avez And interestingly, we also have 1 in 8 that do not see their 5th birthday. Of course, this is really, really mind-boggling. And if you look at the numbers as well, like I mentioned, we had a 5 failed rains in Somalia, which really pushed numbers. And if you look at the malnutrition classification, they were at a very critical stage of more than Et donc, 15%, lorsque more than 15%. vous regardez le contexte humanitaire de la Somalie, vous verrez que le tableau n'est pas joli. Alors, quand on regarde la sécheresse de 2017 et celle de 2022, on voit une augmentation du nombre de personnes qui ont été affectées. Et nous avons pu tirer les chiffres à partir des admissions que nous avons eues. Bien sûr, il y a eu beaucoup de personnes déplacées. Quand il y a la sécheresse, les gens ont tendance à se déplacer de l'endroit où il y a la sécheresse vers des endroits où il n'y a pratiquement pas de sécheresse. Et quand ils se déplacent, l'écosystème devient un problème. Et donc, nous avons un grand nombre de personnes qui ont été déplacées à cause de la sécheresse. Si vous voyez la diapo suivante, vous verrez que la Somalie, ça c'est juste un aperçu que je vous donne pour que vous ayez une idée de la géographie. Nous sommes vraiment la corne de l'Afrique. Alors, il y a aussi des difficultés humanitaires parce que nous avons un appui humanitaire fragmenté. Quand il y a une urgence, ça prend du temps pour que les donateurs répondent parce qu'il faut d'abord qu'ils puissent avoir des approbations, qu'ils puissent rassembler ou mobiliser les fonds. Et donc, le temps de réponse peut être parfois long. Nous avons aussi certains lieux en Somalie qui, à cause des conflits, sont dangereux. Et ce qui fait que acheminer l'aide humanitaire à ces endroits est compliqué. Il y a aussi eu des cas de choléra et de rougeole. Et là-bas aussi se sont présentés beaucoup de difficultés. Il y a eu des cas d'infections pulmonaires. Alors, plus de 15% dans la population ont eu des cas d'infection respiratoire, 20% ont eu des cas de diarrhée et 30% des cas de paludisme. Il y a aussi le problème d'accès à l'eau potable. L'eau qui est disponible est souvent non potable et bien sûr est porteuse de maladies d'origine hydrique. Alors ici, je vous donne vraiment l'aperçu qui concerne la Somalie. Alors, il y a le système de santé au niveau national, au niveau des provinces et au niveau des districts. Alors, nous avons la question de la nutrition de la mère et de l'enfant. Nous avons aussi d'autres groupes de travail. Ceci vous montre comment la chronologie et les données chronologiques qui vous montrent combien d'enfants ont été atteints au-delà de la réponse des interventions d'Action contre la faim en Somalie. Dans la diapo suivante, j'aimerais vous faire savoir que ça vous donne une idée de notre présence pour que vous ayez une idée des différentes réponses et interventions que nous avons faites. Alors, Action contre la faim est présent en Somalie depuis 1992. Nous avons eu aussi du personnel national employé grâce à l'un de nos projets financés par la Banque mondiale. Il y a 96 employés nationaux, 69 hommes et 34 femmes. Donc, nous avons un appui que nous apportons aussi, plus de 1000 personnes employées au ministère de la Santé. Alors, quand vous regardez la carte qui est à droite, vous verrez, si vous observez Mogadishu, Jowhar
Et Kuduro a été l'endroit le plus affecté, que vous voyez là-bas en vert. La plupart des interventions que nous avons faites étaient autour de Hudur. Il y a eu aussi plus de 5 camps dans lesquels on pouvait accommoder seulement 100 000, parfois 200 000 personnes. Mais le problème avec le nombre de personnes qu'on avait, l'insécurité à cause des conflits armés, tout cela créait davantage de problèmes. Et qu'en est-il des partenaires avec lesquels nous travaillons? Pour vous donner un exemple, nous avons dû apprendre à travailler avec des partenaires locaux, surtout dans les lieux qui sont contrôlés par les chefs de guerre. Alors, un scénario rapidement, si vous regardez 2021, 2022, 2022 est en orange, vous pouvez voir que pour chaque mois, le nombre d'admissions, les enfants qui sont admis dans nos institutions, nos cliniques de stabilisation, comme on les appelle, on a eu plus de 45%, ce qui était un record par rapport à 2021. Et puis, entre janvier et mai 2022, on a eu une augmentation. Dès qu'il y a eu une augmentation, il y a des conséquences, bien sûr. Il y a des enfants qui sont morts à cause de certaines infections qu'ils avaient déjà. Il y a des enfants qui sont retombés dans la malnutrition et ils devront encore revenir au centre. Suivant. Donc ça, c'était le premier élément. Et puis, pour ce qui est du programme thérapeutique ambulatoire, vous pouvez voir les régions qui ont été les plus affectées. Nous avons eu une augmentation de 105% des admissions par rapport à janvier à décembre 2021 et 2022 sur les sites que nous appuyons. Et par rapport aux admissions, ils ont augmenté. Entre 2022 et 2023, nous avons une augmentation de 24%. Ceci vous montre comment la sécheresse crée par les déplacements des populations de sérieux problèmes en Somalie. Et puis aussi, le dernier élément que je vais vous mentionner, il s'agit des programmes d'alimentation complémentaires ciblés. Il y a eu un grand nombre de femmes enceintes et de femmes qui transportaient des enfants mal nourris. Nous avons dû vérifier quelles sont les zones rouges afin que l'on puisse cibler les services d'alimentation ciblés à ces endroits. Et on a vu aussi une augmentation entre 2021 et 2022, et puis aussi la période 2022-2023, une augmentation de 37% par rapport aux admissions, quand on regarde le nombre de personnes qui sont venues. Puis le dernier élément que je voulais partager avec vous, suivant s'il vous plaît. Alors, quand vous regardez les statistiques que je vous ai partagées, je n'ai pas assez de temps, mais je voulais vous parler des interventions que nous avons faites. Et nous ne voulons pas travailler de façon isolée. Nous travaillons avec le ministère de la Santé ainsi que les autres ministères concernés. Dans une situation d'urgence humanitaire, nous avons différents chemins d'intervention. On regarde par exemple la distribution des biscuits à haute teneur énergétique grâce à l'UNICEF. Nous avons aussi la supplémentation en vitamine A, les vermifuges, les API et les micronutriments qui font partie de la programmation de routine. Il y a aussi la distribution de chèques frais. Il y a aussi des sessions de promotion de la nutrition maternelle infantile dans les situations d'urgence. Et puis aussi l'intégration de la santé, de l'eau, de l'assainissement, de la résilience dans les programmes de nutrition. Un tout dernier élément, permettez-moi, les campagnes nutritionnelles intégrées de vaccination. C'est l'un des projets dans lesquels nous avons ciblé les enfants de moins de 5 ans pour nous assurer que la vaccination ne s'arrête pas, que l'on continue
faire les vaccinations et qu'on fasse même des contrôles inopinés. Nous faisons aussi ce qu'on appelle des vérifications ponctuelles pour nous assurer que nous ne puissions pas rater les enfants. Et dans la dernière section de ma présentation, j'aimerais vous montrer. Suivant, s'il vous plaît. Je ne peux pas tout montrer comme on n'a pas assez de temps. Alors, ça, c'est l'un des domaines que je voulais vous souligner. Durant le temps, nous avons eu une épidémie de choléra dans la région d'Oudour. Les agents sur le terrain ont beaucoup aidé. Ils ont pu faire la cartographie, ils ont pu aussi gérer les cas au niveau communautaire. Nous avons vu aussi un certain nombre de personnes, surtout pendant l'épidémie de choléra. Nous avons le nombre d'enfants. Durant ces 3 mois, nous n'avions pas eu de cas de décès enregistrés pendant ces 3 mois. Nous avons eu 2398 bénéficiaires dans la communauté. Et le tout dernier point, c'est peut-être les défis et les leçons que nous avons apprises. Donc, pour les défis, nous avons vu des restrictions à l'accès dues à l'insécurité. Au fait, dans l'un des districts où nous travaillons, nous avons été attaqués par des gens en armes. Ils ont tout pris. Ils ont même kidnappé 3 de nos agents de santé. Et ils ont passé 3 mois en Éthiopie avant de revenir. Donc, vous voyez comment il y a d'un côté les dérangements provoqués par le changement climatique et puis les questions d'insécurité. La plupart des personnes, des personnes déplacées à travers la Somalie sont contrôlées. Donc, il faut parler à ceux qui sont dans les groupes armés et qui vous donnent la permission ou pas d'accéder à ces personnes déplacées, ce qui limite notre capacité d'intervenir à temps. Une autre chose, la pression exercée sur les ressources limitées par l'afflux des personnes âgées en Somalie a entraîné le déplacement de personnes vers des camps de personnes déplacées. Maintenant aussi, l'accès insuffisant à l'eau potable, à l'assainissement et aux installations d'hygiène a augmenté le risque d'épidémie, en particulier le choléra, la rougeole, dans les camps des personnes déplacées en Somalie. En conclusion, quelles sont les leçons apprises sur base de notre expérience en Somalie durant la sécheresse? Nous avions eu quand même des choses que nous avons apprises. D'abord, que l'activation de la première ligne de réponse par les ONG est possible et sauve des vies. L'évolutivité est impérative et nécessite des systèmes communs pour les personnes nouvellement déplacées. Il faut des produits disponibles pour les partenaires de distribution et un système de référence pour les partenaires de services. Il y a aussi des préoccupations par rapport aux animaux, mais aussi par rapport à la continuité des services. Alors, les agents de santé communautaire sont l'épine dorsale du système de santé et peuvent jouer un rôle essentiel dans la prévention des épidémies telles que le choléra, et aussi les décès parmi les populations ayant besoin de santé. Maintenant, quand on a des districts qui sont sous menace d'Al-Shabaab, par exemple, généralement, les agents de santé sur le terrain vont nous informer à l'avance pour que nous puissions prendre des mesures de sécurité nécessaires. Nous avons aussi appris que le prépositionnement en temps opportun des fournitures médicales, nutritionnelles et de lavage est crucial pour une réponse efficace et rapide aux urgences. Il y a certains endroits qui sont très difficiles d'accès et à cause de la situation sécuritaire, ce n'est pas facile d'y arriver. Alors, on communique avec les locaux dans leur langue maternelle. On partage les informations de la communauté et ça devient plus facile de servir ces communautés. Mesdames et messieurs, je m'arrête ici et je vous remercie. Wonderful. Wonderful. Thank you so much. Merci beaucoup, beaucoup,
John, pour cette merveilleuse présentation. Encore une fois, mesdames et messieurs, vraiment applaudissons pour cette présentation. En fait, c'est vrai, on comprend qu'il n'avait pas assez de temps et que donc il a dû synthétiser. Il y avait beaucoup d'informations qu'il aurait voulu nous partager, mais tout ceci devait être compressé dans le temps imparti. John, merci pour cela. Nous disons aussi merci au docteur Béatrice et au docteur Gigman. Alors, mesdames et messieurs, il ne nous reste que 11 minutes pour clore. J'ai plusieurs questions déjà dans les chats. Merci à chacun d'entre vous d'avoir envoyé ces questions. Je vous informe en passant que nous avons presque 2000 participants à cette session. Alors, j'aimerais peut-être juste choisir des questions et peut-être en donner deux pour chaque intervenant. Et je pense que les organisateurs aussi pourront essayer de transmettre les autres questions aux participants ultérieurement. Alors, docteur Béatrice, je vous donne deux questions, et puis on passera à Gigma, deux questions pour lui, et puis John. Alors, docteur Béatrice, comment résoudre la question de l'insécurité alimentaire en tenant compte du changement climatique? Comment résoudre la question de la sécurité alimentaire en tenant compte du changement climatique? Alors, l'on a adopté les OGM par rapport aux semences indigènes parce que les OGM sont plus résistants à la sécheresse. Deuxième question, professeur, faites-nous un commentaire sur les récoltes des OGM par rapport à la nutrition et à la sécurité alimentaire. Est-ce que ça va augmenter la sécurité alimentaire? Docteur Béatrice, vous avez la parole. Yes, thank you, Sam. You've just chosen the very sensitive questions. Merci, merci Sam. Vous m'avez donné les questions les plus difficiles. No, I'll say je dirais ce que je peux. Alors, premièrement, merci pour les questions et merci aux participants du cours. J'espère que nous aurons encore l'opportunité de creuser davantage. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre la question du changement climatique lié à la sécurité alimentaire? Alors, la première chose qu'il faut examiner, c'est plutôt le plaidoyer pour les politiques. Si nous pouvons convaincre nos preneurs de décision, nos penseurs, les gens écoutent beaucoup nos politiciens, vous le savez. C'est eux qui prennent ces décisions par rapport à ce qui est décidé pour nous. Et donc, nous, en tant qu'agence de développement humanitaire et chercheurs, si nous pouvons parler aux décideurs afin qu'ils soient avec nous quand nous faisons des évaluations, quand nous sommes en train d'évaluer l'ampleur de ce qui se passe sur le terrain, eux aussi pourront changer leur raisonnement quand ils se réunissent entre eux. Alors, je pense qu'il faut impliquer un certain nombre de ces décideurs, parce que c'est eux qui, disons, ont la balle entre les mains ou entre leurs pieds. Et donc, il faut absolument avoir des réunions participatives avec ces décideurs. Donc, moi, je pense que nous avons essayé de faire cela au niveau de certaines agences telles que le CGR, mais regardez les programmes des pays, les programmes nationaux. Quand nous commençons à travailler sur certaines de ces interventions et nous commençons à récolter les données, nous impliquons, nous invitons ces preneurs de décision. Quand ils vont s'impliquer dans les processus, ils verront les problèmes, ils verront l'ampleur des problèmes, ils vont réaliser que, tiens, ça c'est très dangereux. Et donc, ils vont changer leurs discussions qu'ils ont entre eux.
discussions auxquelles nous ne participons pas. Donc, il faut ce plaidoyer et cette implication qu'il faut incorporer dans nos activités quotidiennes au niveau du secteur public, au niveau des agences de recherche et de développement. Donc, si on se concentre sur cela, nous pouvons changer la donne parce que nous faisons beaucoup de travail sur le terrain. Il y a beaucoup de résultats, mais ces résultats ne sont pas transmis et compris auprès des décideurs. C'est ce que moi je pourrais vous recommander qu'on peut utiliser pour nos efforts. Et puis aussi l'autre question concerne les OGM par rapport à la sécurité alimentaire. J'ai défini ce qu'est la sécurité alimentaire. J'ai parlé de la qualité, la quantité, pardon, et aussi la valeur nutritionnelle. Alors, ça, c'est une question controversée, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça dépend de ce que vous cherchez en tant que communauté. Est-ce que vous regardez la quantité ou la qualité? Si vous parlez de la sécurité alimentaire elle-même, certains des OGM vont vous aider, que ce soit pour la quantité ou la qualité. Par exemple, au Kenya, si vous voulez avoir de grandes quantités, vous prenez les OGM. Mais si vous dites, vous les cultivez pendant une saison, il faudra encore acheter des semences pour la saison suivante. Donc, il faudra que l'on puisse faire davantage de recherches et avoir des preuves scientifiques pour voir si les variétés que nous avons promues, que ce soit des OGM ou des semences autochtones, soient les plus appropriées. Mais il faut qu'il y ait des preuves scientifiques. Donc, je ne peux pas dire que ce sont les meilleurs. Tout ce que je sais, c'est que ça contribue quand même à la sécurité alimentaire. Ça contribue, que les OGM contribuent à la sécurité alimentaire. Merci beaucoup, Dr. Béatrice, pour votre réponse astucieuse par rapport à ces questions épineuses. J'ai deux questions pour Digma. Alors, comment est-ce que l'action humanitaire peut être réinventée pour renforcer la production de solutions et l'impact? Deuxième question, quelles étapes devons-nous franchir pour transformer l'Afrique en centre mondial pour la nourriture? Merci beaucoup. Je commence par la première question. Je pourrais dire que c'est très important pour le secteur humanitaire de profiter des nouveaux outils que nous avons aujourd'hui. Maintenant, nous avons beaucoup d'outils TIC, nous avons l'intelligence artificielle. Donc, c'est très important que le secteur humanitaire essaye aussi de se lancer dans l'innovation. Si nous voulons vraiment avoir un impact plus grand, nous voyons par exemple l'utilisation de drones pour livrer des nourritures ou des médicaments. Donc, c'est très important pour nous, les gens du secteur humanitaire, d'investir dans l'innovation. Une autre chose aussi, c'est que essayons d'avoir, comme l'a dit le docteur Ikesa, essayons d'avoir une politique plus forte au niveau du travail humanitaire. Les interventions humanitaires sont trop souvent seulement dans les situations d'urgence, mais elles ne sont pas accompagnées d'une législation qui sous-tend cette action. Donc, je pense que c'est une question plus politique. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que l'Afrique devienne une puissance alimentaire, en fait? En fait, ici, il faut d'abord que nous soyons
capables de maîtriser notre développement, le développement de l'Afrique. Et il ne s'agit pas que du secteur agricole, c'est très sensible par rapport au choc. Tout choc qui arrive dans le monde va impacter l'Afrique d'abord. Nous avons vu cela avec toutes les crises économiques. Nous avons vu cela récemment avec ce qui se passe avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc, c'est très important pour nous en Afrique de voir comment nous pouvons d'abord renforcer notre collaboration entre les différentes régions de l'Afrique. Par exemple, l'Afrique centrale, qui est bonne, qui a de très bonnes précipitations. Et donc, on peut voir comment produire en grande quantité certaines cultures vivrières là-bas. Vous avez aussi certaines régions de l'Afrique de l'Est et certaines régions du Sahel qui peuvent être bonnes pour multiplier la production du bétail. Tout ça est possible, donc il faut avoir ces différentes connexions. Et puis aussi, il y a aussi le besoin de profiter de la science. Quand on parle du changement climatique sous un angle positif. Mais nous voyons par exemple beaucoup d'inondations qui arrivent en Afrique de l'Ouest, qui arrivent aussi en Afrique de l'Est. Alors, si nous avons par exemple une bonne stratégie de gestion de l'eau, nous pouvons stocker cette eau excessive qui vient avec les inondations et l'utiliser pour la déverser dans les terrains agricoles. Le dernier point, bien sûr, il faut que les jeunes contribuent de façon importante à toutes les prises de décision parce que ce sont les jeunes qui seront demain au pouvoir. Merci. Nous sommes à la fin de notre temps imparti, mais j'aimerais quand même poser une question à John. Parce que cette discussion, on comprend qu'elle est assez enrichissante et on ne peut pas s'arrêter directement comme ça. In a minute, how do you engage local communities in governance for your programs? Comment est-ce qu'il faut engager les communautés locales de manière à ce qu'elles puissent aussi participer à ces actions? Alors, comme vous l'avez vu dans la diapo que j'ai présentée, vous avez des organisations locales qui sont déjà établies et qui sont inscrites, qui sont déjà faites au niveau de la Somalie dans la gestion de ces questions. Et nous travaillons étroitement avec ces organisations pour faire des examens à mi-parcours. Et ce sont ces organisations. Je peux mentionner par exemple quelque chose tel que nous travaillons avec d'autres partenaires au niveau du HDP. Alors, le secteur humanitaire et le secteur du développement travaillent à différents niveaux, mais il y a eu des manquements. La Somalie est un contexte très important. You know, during an emergency, so during the drought, we are giving non-food items, providing shelter, vaccinating animals, but then it goes beyond that. So issues about building resilience, and we've closely worked with government and local communities to ensure that they understand the intersectionality between conflict and how that is also pushing climate, climate issues. And my last point that I wanted to mention is that we work with communities currently to also start looking at what is called Citizen Anticipatory Watch, so Anticipatory Action Watch. So we work with them, and we've been an interesting bit as I conclude was one day we went to the field and we were asking the communities, now that the drought we have had failed rains for the last 5 years, they use the traditional one. So they tell you, when we see birds moving from Hudur, to this other side, then we know that it's going to be a dry season. They already have something that they're talking about. So the conventional one. And then lastly, they will tell you, the old people will say, when we hear our bones cracking, then we know that it's not going, the rains are coming. And so we've been able to work closely with communities. And I know today was just more of an introductory, but we have interesting insights about community engagement. We also have community health volunteers who are also part of our, participating in our internship programs.
So we band them into internship programs, and they're the ones now who are working as community health assistants. And it becomes much more easier because they already learn, they learn what we do, and then they continue to implement. I submit. Wonderful, wonderful. A round of applause to all our presenters. They have a lot of information. They have a wealth of information, ladies and gentlemen. But because of the limited time that we have, I think we will beg to adjourn at this point in time. My apologies. We are 4 minutes past the hour. But like we said, we shall be looking at sharing the, all right, let me see, sharing the questions with the facilitators, with the presenters, so that then they can be able to respond and look at modalities of having the questions back to you, so that then you can be able to have your responses. We want to take this opportunity to thank you for being with us. We are still at well above 1,500 participants, and that is an indication of how engaging or interesting this session has been. We want to give a request that you kindly go through the chat. There is a link to the session survey, the post-session survey, or you can quickly just do a screenshot of the QR code and kindly share your feedback with us. The feedback would be important for us to improve the next session, to look at the areas where we can tie up any loose ends that we need to address, even as we improve the next sessions moving forward. Remember, this was the session 7 of 11, and so we would wish to continually improve. So we kindly request that you take a moment to take a grab of the QR code, or go to the link that has been posted in the chat, and share with us your feedback. You're also invited to join the WhatsApp group for any updates and information from the course planning team, which would be important for you. We've seen questions coming through on, when the exam will be, and so on and so forth. And so it will be important for you to join the WhatsApp group to get those updates. Again, we want to appreciate each and every one of us, each and every one of you, ladies and gentlemen, for taking time to participate in this session 7 of this course. It wouldn't have been possible without you. I mean, if you did not join, then Dr. Beatrice, Gigma, and John will be speaking to, I think, me and my fellow facilitators. But because you made time to join this session, then it has been a success because of you. Our appreciations to Dr. Beatrice again, Gigma, and John, for taking time to prepare the information that they have. They were excellent, presentations, and for taking time to share their expertise with us. We also want to appreciate the course planning team that you can't see behind the scenes, for just making sure that everything is flowing smoothly. I believe it is now some 6 minutes past the top of the hour. We want to appreciate you as we adjourn this session today, for taking the time from wherever you're joining us from, whether it is in the evening, in the afternoon, or in the morning. We are glad that you made time to be with us. We look forward to seeing you in the next sessions. And with that, we want to say thank you, merci beaucoup, obrigado, and till next time, I think we will stand adjourned. Thank you once again. We will try and ensure that the responses are captured to the vast array of questions that have been put forward. From me, Samuel Njohi, the Country Manager, Africa One Health University Network, Kenya Country Office, I want to say thank you for giving me an opportunity to be your moderator for this session today. With that, allow me to say au revoir, and I think we stand adjourned. Thank you.